Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire ce soir sur le traitement du psoriasis, plein feu sur les traitements contre le psoriasis. C'est mon plaisir, je suis très heureuse de vous présenter nos invités. Nous laissons les gens entrer, se joindre à la réunion. Merci beaucoup de votre patience. On va laisser le nombre de participants monter un peu avant de commencer. On s'apprête à commencer. Pour ceux parmi vous qui écoutez sur la ligne anglaise, si vous préférez écouter en français, j'aimerais vous rappeler que nous avons une traduction simultanée en français qui se produit et le numéro est sur l'écran. Alors, vous pouvez tout à fait raccrocher la ligne anglaise et signaler la langue que vous préférez. Sans plus tarder, je suis tout à fait enthousiaste de commencer par me présenter moi-même. Je m'appelle Antonella, je suis directrice exécutive du Réseau canadien sur le psoriasis. Pour ceux parmi vous qui ne savaient pas, nous sommes une organisation nationale à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la qualité la vie des personnes qui ont le psoriasis et l'arthrite psoriatique. Et nous faisons des présentations comme celle-ci assez régulièrement pendant l'année. Alors, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à tous ici ce soir. Alors, quelques petites notes avant de passer la parole à nos conférencières. Ce webinaire est enregistré en anglais et en français. Il sera affiché sur notre site web cpn-npc.com et toutes les personnes dans l'auditoire seront en mode écoute seulement pour toute la durée. Pour les participants francophones qui ont signalé, veuillez garder votre téléphone et votre ordinateur sur mute, en sourdine. Alors, on veut absolument que rien puisse interférer avec le son autant que possible. Donc, restez sur mute, restez en sourdine sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Gardez vos questions jusqu'à la fin de la séance. Nous avons des questions tout au long. Si vous avez des questions pour nos conférencières, veuillez les inscrire dans notre boîte à questions-réponses, Q&A, et on va faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions posées ce soir. Je dois mentionner également que comme dans tous nos webinaires, l'information de cette présentation est seulement de l'information générale, un peu générique. Alors, toute question précise ou spécifique qui comprend les risques et les bienfaits de tout traitement, de la vaccination ou de quoi que ce soit qui a rapport à votre traitement, c'est quelque chose qui doit être discuté à votre médecin et votre dermatologue. Et toute l'information présentée par la présentatrice ce soir est sur une perspective clinique, est basée sur la perspective clinique et leur expertise. Je suis très reconnaissante de noter que cette séance est rendue possible par un commandite de ANPI. Et parce qu'on parle de traitement ce soir, je dois mentionner que les commanditaires ne parrainent pas le contenu de cette séance, même s'ils contiennent de l'information de prescription et que les présentatrices qui choisissent de parler d'un produit précis le font seulement selon leur opinion personnelle. Voici donc les petites notes logistiques de base pour tout le monde. Et maintenant, je veux parler un petit peu de nous. Certains parmi vous savez déjà. Pour ceux qui sont nouvelles, j'aimerais simplement mentionner que l'information qu'on va donner ce soir va se concentrer sur les traitements comme un sujet. Parce que ça, c'est un domaine d'intérêt. On veut toujours se pencher là-dessus quand on fait des sondages à nos membres. On essaie de savoir quelles sont nos priorités, quelles sortes de traitements sont les prioritaires. L'an passé, nous avons une série sur le régime alimentaire et la santé. Tout ça était sur notre site web. Ce soir, nous allons parler de traitement parce que c'est un domaine très, très important où il y a beaucoup d'intérêt et les gens veulent toujours en savoir plus. On est très chanceux aujourd'hui d'avoir nos présentatrices, nos conférencières qui vont nous parler de ces traitements. J'ai souligné en soi, c'est cpn-rcp.com contient de l'information qui est mise à jour régulièrement sur les traitements et sur tous les aspects du psoriasis et de l'arthrite psoriatique. Je vous accueille, allez vérifier ça. Joignez-vous, c'est gratuit et c'est facile de le faire directement à partir de notre site web. J'aimerais aussi souligner le fait que tous ceux qui écoutent les sessions de ce soir viennent d'un point de vue différent. Il y a certaines personnes qui ont peut-être des symptômes plus légers ou plus graves que ceux qui seront décrits ce soir. Les gens pourront avoir de l'expérience avec toutes sortes de traitements contre le psoriasis. Alors, ce qu'on va donner ce soir, c'est un survol et on va parler de ce qui est disponible au Canada pour traiter
la condition du psoriasis et de l'arthrite psoriatique. Et on va parler aussi de mode de vie et de façon complémentaire qu'on encourage les gens toujours à penser comment on peut rester en santé avec cette maladie. Et on va vous conseille toujours, bien sûr, de toujours parler avec votre médecin, avoir une conversation partagée avec le médecin pour considérer quelles sont les options qui sont les bonnes options pour vous. Alors, on espère que, où que vous soyez, dans votre expérience, il y aurait quelque chose pour vous dans la conversation ce soir. Vous en retirerez quelque chose, je l'espère. On vous invite à rester connectés, rester branchés. Nous aurons davantage de webinaires comme celui-ci qui vont venir et on est très, très emballés de pouvoir ouvrir les inscriptions à nos membres d'abord et ensuite, on vous encourage donc, si vous aimez l'information comme ça, on vous encourage à rester branchés à nous. Et je suis très contente et heureuse de passer la parole à nos conférencières de ce soir. Donc, la première présentatrice que je vais vous présenter ce soir, c'est une défenseur des droits des personnes qui ont le psoriasis, qui a toujours été tellement prête à partager son expérience. Les expériences de tout le monde avec le traitement et avec les différentes conditions sont différentes d'une personne à l'autre, mais je suis très, très heureuse de passer la parole à Tammy Waddell, qui va commencer le bal, parce qu'elle a certaines considérations uniques à nous présenter de la part de sa vie, et il y a beaucoup d'éléments que vous allez trouver, je crois, qui vont résonner auprès de vous, ça va faire écho auprès de vous, et ça va vous parler quand on pense aux traitements qui sont les plus appropriés selon le développement et l'évolution de la maladie. Et Tammy sera suivie par la Dr. Irina Turchin, qui est au Centre de dermatologie de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très contents d'avoir la Dr. Turchin avec nous aujourd'hui et nous l'accueillons chaleureusement. Sans plus tarder, je vais lui présenter notre première conférencière. J'aimerais aussi mentionner qu'on va faire certains sondages ce soir pour voir qui est là. Je vous encourage à participer à ces sondages, s'il vous plaît. Alors, merci à nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, dans la boîte de conversation, dans la session questions-réponses. Notre première conférencière est Tammy Waddell. Tammy Waddell est une membre du Nouveau-Brunswick qui vit avec le psoriasis depuis qu'elle est enfant. Tammy a partagé son histoire par les programmes du réseau sur le psoriasis. Elle parle du psoriasis et elle parle d'autres personnes qui ont des formes graves de psoriasis pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes très chanceux d'avoir Tammy qui a fait plusieurs initiatives aussi. Et elle a aidé à développer des ressources pour les femmes qui ont cette maladie. On était content d'avoir Tammy aujourd'hui. Merci de votre temps, Tammy. Et nous sommes très reconnaissants qu'elle continue à expliquer tout ce qu'il faut. Et pour qu'on puisse vraiment l'entendre, elle a installé le Wi-Fi. Elle a fait installer le Wi-Fi chez elle. Alors, merci Tammy d'ouvrir le bal pour nous aujourd'hui. Merci, Antonella. Merci de m'avoir invité. Je suis tellement heureuse d'être ici. J'aime toujours parler de cette maladie, même si je n'aime pas la voir moi-même, mais j'aime en parler. C'est quelque chose, j'aime ça partager mon histoire avec tous. Alors, bonjour à tous, à tout le monde, où que vous soyez. J'avais 10 ans lorsque c'est arrivé pour la première fois. J'avais 10 ans quand j'ai reçu mon premier diagnostic. Je pense que c'était le stress qui avait causé la première attaque. C'était il y a plusieurs années, là, quand je l'avais, là, je ne sais pas que c'était très populaire comme maladie à l'époque. Hein. Les gens ne connaissaient pas beaucoup cette maladie. Et j'avais des difficultés de continence, mais c'était le cuir chevelu, une chose, les endroits typiques où on peut avoir ces plaques. Quand j'ai commencé à prendre de l'âge, quand j'étais adolescente, ça pouvait se gérer avec des crèmes, des onguents. Et j'étais admis à l'hôpital quand je l'ai eu pour la première fois. C'était une maladie, on a considéré ça comme une maladie. Et ils ont enlevé mes amygdales à cette époque-là. Et j'ai eu des traitements de photothérapie, d'autres traitements. J'ai utilisé différentes crèmes. Et ça n'a pas vraiment fait beaucoup de différence. Vous savez, ça calmait un petit peu les symptômes, mais c'est sûr que ça ne disparaissait pas. Après un mois, ils m'ont renvoyé chez moi et je faisais face à ce problème-là moi-même avec mes parents. Lorsque j'étais adolescente, ça a empiré un peu. Et encore une fois, j'étais prise avec les crèmes, les onguents, parce que quand j'étais enfant, je ne voulais pas prendre de pilules. Et j'avais pas beaucoup de choses qui m'étaient offertes à cette époque-là.
Les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Et d'après ce que j'avais vu, j'ai vu le médecin une fois seulement. Je pense pas que j'ai pas eu d'autres séances avec ce médecin par la suite, dans toutes ces années. Pouvez-vous m'entendre encore? Oui, on peut vous entendre encore, Tammy. Allez-y. Très bien, très bien. Alors, tant que vous pouvez continuer à m'entendre. Très bien. Alors, quand je suis arrivé dans la vingtaine, ça a considérablement empiré avec les ans. Avec le travail, le stress, s'occuper des enfants, tous ces stress. J'ai retenu le traitement, j'ai arrêté un peu les traitements. Donc, dans la vingtaine, essentiellement, j'étais prise avec des crèmes, et le soleil, prendre du soleil. Le soleil était mon ami. Et même si j'ai appris que si on prend trop de soleil et tu as un coup de soleil, ce n'est pas bon d'avoir un coup de soleil par-dessus du psoriasis. Ça empire les choses, ça le rend encore plus grave. Alors, on apprend un peu avec le temps. On apprend ce qui marche pour soi. J'ai trouvé un médecin à qui je faisais confiance. C'est très important de trouver un médecin à qui vous faites confiance. N'ayez pas l'impression que vous devez prendre le premier médecin que vous voyez. Choisissez. Quelquefois, ça prend quelque temps avant de trouver celui avec lequel vous serez à l'aise pour partager votre expérience et partager vos décisions de traitement, ce que vous faites, les endroits où vous en êtes dans votre vie, comment vous voulez être traité, parce que vous n'êtes peut-être pas prête d'aller au prochain niveau, à un médicament plus fort, où vous n'avez peut-être pas la couverture médicale nécessaire pour avoir ce médicament et pour pouvoir vous le permettre. Vous êtes pris dans les limbes un petit peu entre deux et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais il y a tellement de traitements possibles et de choses possibles à faire. Il faut simplement être proactif dans ce qu'on fait et il faut faire son devoir. Avant d'aller voir le médecin, il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut d'abord comprendre sa maladie parce que quand on a une maladie auto-immune, c'est mal, mais quand on en a plusieurs, c'est comme les montagnes russes, très souvent. Et ça roule et ça roule, et ça monte et ça descend. Et le plus gros point pour moi, c'était de comprendre ma maladie et d'être à l'aise pour parler à mon médecin, en parler à ma famille et en parler à vous maintenant, le grand public. Et être capable d'en parler, ça aide beaucoup. Ça calme les anxiétés, ça aide l'esprit et le corps. Quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas parler de votre maladie parce que c'est une maladie honteuse, vous êtes toute seule, alors vous essayez de garder tout ça à l'intérieur et ça vous refoule, vous refoulez tout cela et ça déclenche le psoriasis. On dirait que ça se nourrit de ce genre d'angoisse, de ces refoulements. Alors, au moment où je suis arrivé à la trentaine, vous n'allez pas croire ça, milieu de la trentaine, à 35 ans à peu près, quand j'ai eu des enfants, après mes enfants, alors, j'avais beaucoup de psoriasis. J'étais pas mal, j'ai couverte de psoriasis. 70% de mon corps était couvert de plaques. C'était vraiment grave. Et il a fallu que ça arrive là pour que je réalise, OK, j'ai plus d'enfants maintenant, j'aurai plus d'enfants. Je suis rendu au moment où j'ai tellement de douleurs. J'ai plus de douleurs que non. D'inconfort. C'est pas juste de l'inconfort, les démangeaisons, la sensation de brûlure. Alors, les crèmes ne suffisent plus. Alors, j'ai décidé de faire le grand saut et prendre un produit biologique. Et je peux pas dire, je dis beaucoup de bien à propos de ces produits biologiques. Ça marche, ça a marché. Au lieu d'avoir 70% de mon corps, ça a passé à 1% seulement en quelques mois seulement. Et prends ces produits biologiques et si Dieu le veut, ça continue de marcher. J'ai eu quelques petites poussées ici et là, mais rien qui ne pouvait pas être traité. Peu importe, avec un petit peu de traitement ici et là. Pour ce qui est de comment je me sentais dans tout ça, ça a été une décision qui m'a fait peur. Ça m'intimidait, mais il fallait pas que j'hésite, là. Je devais y aller. Ça fait 10 ans maintenant. Plus le temps s'écoulait, plus je me disais que il fallait que je fasse quelque chose pour arriver à ce genre de traitement un peu plus fort. Et c'est toute nouvelle donne comparée à ce que c'était il y a 10 ans. C'est comme prendre une aspirine, mais maintenant. Mais il y a 10 ans, c'était comme mettre un extraterrestre dans mon corps, ces produits biologiques. Mais tout le monde a ses propres mentalités là-dessus. Et les médecins et vous-même, vous devez trouver quel chemin est le bon pour vous
sur quelle voie vous voulez vous diriger. C'est pour les hommes, pas seulement pour les femmes. Ce n'est pas juste nous c'est lui qui doit décider aussi s'il veut avoir des enfants avec cette maladie, comment il se sent, comment elle se sent. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Il s'agit de voir comment vous vous voyez vous-même et où est-ce que vous vous voyez dans quelques années et comment ça a un impact physique et mental sur votre vie de tous les jours. C'est le genre de choses ici qui nous arrivent. Toute personne, vous avez peut-être le psoriasis, mais tout le monde a le psoriasis d'une façon différente et c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Moi, je l'ai eu, le psoriasis, depuis très, 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 très longtemps. Je sais que ça ne disparaîtra pas, ça fait partie de moi. Et je n'ai qu'à apprendre à m'adapter à cette maladie. Tout le monde a des journées moins bonnes. On a toujours des hauts et des bas. Il faut être proactif avec cette maladie parce que c'est ça mon problème. J'ai dit, c'est mon problème. Il faut que je le prenne en main. Je me suis dit, je vais aller voir le médecin. Les médecins m'ont beaucoup aidé. Et il faut faire son part. Et c'est une maladie qui doit faire partie de votre vie quotidienne. Ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de la vie et ça va faire partie de ma vie. Probablement depuis 3 ou 4 ans, je suis pas mal bien contrôlé. Et maintenant, j'ai un petit peu d'arthrite qui va avec ça. Mais j'ai réussi à contrôler. Je contrôle bien ça. Je ne suis pas angoissé par rapport à ça. C'est juste une autre page dans le chapitre. Ça continue. Tu appelles le médecin, tu demandes une référence à un spécialiste. Quand tu commences à avoir de l'arthrite, il faut que tu prennes les choses comme elles sont et soyez forts. Soyez forts. Les gens qui ont des maladies auto-immunes sont nés avec ces maladies et sont nés forts. Alors, gardez toujours l'espoir. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous aider. Alors, c'est pas mal ça ce que je voulais vous dire en résumé. Et je ne sais pas quoi d'autre je pourrais dire. Je pense que j'ai pas mal couvert tous les points et que je voulais couvrir, à moins qu'il y ait quelque chose, Antonella, que tu aimerais que je parle. C'est ça ma vie. C'était les montagnes russes. Merci, Tammy. Je pense que tu fais un excellent travail chaque fois que tu fais cette expérience énorme de façon succincte et très, très facile à comprendre. Et maintenant, on est content d'avoir Tammy, parce que Tammy, c'est une personne qui a vécu pendant plusieurs années avec de graves symptômes sévères, mais elle est expérimentée dans ce genre de conversation. Elle a fait beaucoup de choses, elle a essayé beaucoup de choses, elle a essayé toutes sortes de traitements, comme elle le dit. Et elle a beaucoup de relations avec ses médecins. Elle a beaucoup de médecins parce que c'est une condition qui évolue pour plusieurs personnes. Alors, merci beaucoup, Tammy, d'avoir partagé votre expérience. Je suis sûr qu'on va vous revenir. Tammy, merci, ça m'a fait plaisir. On va vous revenir avec des questions. Oui, les questions, exactement. Je sais que vous êtes prête à partager et répondre aux questions. Maintenant, on va passer la parole au Dr. Turchin. Comme Tammy l'a mentionné, le Dr. Turchin va nous donner un survol, un résumé des traitements. Mais encore une fois, tout le monde est à un endroit différent pour ce qui est de leur choix de traitement et de leurs options, de ce qui peut être faisable ou pas, ce qui pourrait être une option naturelle pour vous ou pas. Alors, j'espère qu'il va y avoir de l'information peut-être qui va être nouvelle pour vous dans sa présentation et on pourra répondre aux questions à la fin. Mais bien sûr, le Dr. Turchin devra continuer de rester en termes généraux, génériques. On ne peut pas répondre à des questions précises sur votre traitement à vous parce que c'est tellement personnel. On vous demande toujours d'avoir une bonne conversation avec votre médecin si vous avez des questions qui ne sont pas répondues. Là-dessus, je vais passer la parole au Dr. Turchin en présentant un bref survol, une présentation. Le Dr. Turchin est une dermatologue communautaire à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Elle est une consultante en dermatologie pour le réseau Horizon Health et professeure aux universités Dalhousie et Memorial. La Dr. Turchin est une investigatrice clinique avec une probité avec plusieurs recherches médicales. Après avoir reçu son diplôme de l'Université de Calgary, la Dr. Turchin a complété sa résidence et sa formation à l'Université McGill à Montréal. Elle pratique la dermatologie générale au Nouveau-Brunswick depuis 2009. La Dr. Turchin est impliquée dans la recherche clinique depuis 2014. Elle a fait des essais cliniques de phase 1, 2, 3 pour investiguer les traitements pour la psoriatique chez les enfants, sur la dermatite, la hydromatite furtiva et plantus pustulosus et
la kératose actinique également. Dans son temps libre, elle passe du temps avec sa famille, elle fait marcher le chien et elle reste avec son petit-fils Noland. Alors, c'est des choses qu'on veut faire de plus en plus avec la levée des confinements. Alors maintenant, on va passer la parole à vous, Monsieur Dr. Turchin. Merci beaucoup, Antonin. Pouvez-vous m'entendre bien? Antonin? Oui, nous pouvons vous entendre. Parfait, très bien. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Tammy, c'était vraiment émouvant comme témoignage. C'est une expérience incroyable pour moi d'entendre le cheminement que vous avez traversé. Ce que je veux dire, c'est que ça a un impact. Il faut faire comprendre que le psoriasis, c'est un cheminement. Et on a beaucoup de choses à dire sur le psoriasis, mais avec l'émergence de nouveaux traitements, ça n'a pas besoin d'être 70% de votre surface corporelle qui est couverte de plaques avant d'avoir un bon traitement. Alors, tendez la main, allez voir des spécialistes et vous voyez ce qu'ils peuvent faire. Allez voir votre médecin. Et j'ai hâte d'avoir les questions que vous pourrez poser à la fin. Merci à tous de vous être joints aussi tard le soir pour certains parmi vous. Donc, j'ai bien hâte d'entendre vos témoignages et vos partages. Donc, maintenant, nous allons passer à la prochaine diapositive. Mes divulgations sont les suivantes. Pendant les essais cliniques, il y a plusieurs compagnies pour lesquelles nous avons travaillé, qui ont appuyé tout cela pour ce soir. Mais vraiment, je n'ai pas de préférence pour les traitements. Je n'ai aucun traitement préférentiel. Et maintenant, je vais aviser tous les gens que ici, tout produit ici dans la présentation est fondée sur des preuves constantes. J'ai de l'information qui peut vous être donnée. Ensuite, ce que j'aimerais faire ici, c'est d'abord vous donner un aperçu de la maladie pour comprendre les traitements contre le psoriasis. Quelles sont les affections associées aussi? Parce qu'on sait qu'avec le psoriasis, il y a des affections associées. Mais qu'est-ce qu'on a aussi comme traitement à offrir pour le psoriasis? D'abord, je vais passer à la question de sondage suivante. On veut savoir qu'est-ce qui vous amène à ce webinaire. C'est la première question. Alors, est-ce que c'est parce que vous vivez avec un psoriasis léger, un psoriasis sévère, psoriasis avec arthrite psoriasique, ou vous êtes un prestataire de soins ou autre? On attend vos réponses à ce sondage. Et on revient maintenant, on peut voir les résultats du sondage. On a toute une variété de personnes dans l'auditoire. Il n'y a pas de prestataires de soins, il n'y a pas de médecins ou d'infirmières. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec le psoriasis léger, le psoriasis sévère et l'arthrite psoriatique. Il y a autre. Je serais curieuse de savoir ce que c'est autre. On en pourra en parler plus tard. On va revenir maintenant au diapo. Donc, la prochaine question est la suivante. Dans quelle mesure êtes-vous familière avec les traitements contre le psoriasis? Très familier, assez familier ou pas du tout familier avec les traitements contre le psoriasis? Alors, voilà le résultat. Excellent. Donc, il y a un quart des personnes dans l'auditoire qui sont très familières. Ça va rendre mon travail très facile, mais aussi très intéressant parce que plusieurs parmi vous sont juste assez familiers et il y en a quelques-uns qui ne sont pas du tout familiers. Alors, on va aller plonger dans ça et on va en apprendre plus sur le psoriasis. Prochaine diapo. Un petit aperçu de la maladie. C'est une condition assez commune qui affecte jusqu'à 3% de notre population canadienne. En tant que dermatologue, moi, je vois le psoriasis tous les jours, plusieurs fois par jour. Et le psoriasis, quand on parle aux patients, ils vont peut-être voir une attaque seulement une fois par mois. Pour vous donner une idée, là,
Quelquefois, c'est bon de voir un médecin pour reconnaître le type de psoriasis qu'il y a, mais aussi pour vous offrir. Le psoriasis en plaques est la forme la plus courante. C'est 90% des cas qui sont des psoriasis en plaques. Ça affecte aussi bien les hommes que les femmes de façon égale et ça peut se manifester à tout âge. Cependant, très souvent, les premiers signes de psoriasis apparaissent entre l'âge de 15 ans et 35 ans. On dit toujours que le psoriasis se présente dans une distribution bimodale. Il y a des patients qui arrivent tôt, 15, 16, 17 ans, quelquefois un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, mais on voit aussi beaucoup de patients où le psoriasis apparaît plutôt plus tard dans la vie, même quand ils sont dans la soixantaine ou plus de 70 ans. J'ai souvent vu des patients âgés pour lesquels il y avait une nouvelle attaque de psoriasis qui n'avaient jamais connu ça auparavant. Passons maintenant à la prochaine diapo. Je pense qu'on a peut-être pas passé cette diapo. On va retourner de 1. Je pense qu'on a passé une diapo. Ah, bon, d'accord. Alors, le psoriasis, c'est une maladie chronique. Ça veut dire que c'est à long terme. Ça peut être récurrent, ça peut revenir, ça peut disparaître et revenir. Il y a des poussées. C'est inflammatoire. Alors, c'est causé par une inflammation. En fait, on connaît beaucoup de cytokines ou de produits chimiques dans le corps qui allument l'inflammation. Et il faut avoir une cible très sélective. Ce n'est pas contagieux. Alors, ça ne peut pas être transmis d'une personne à l'autre. Les patients ont toujours peur de toucher les autres. Non, c'est absolument non contagieux. Ce n'est pas contagieux, comme plusieurs parmi vous le savent. Donc, n'ayez pas peur de toucher les gens qui ont du psoriasis. Donnez une accolade. On vous donne une accolade. Pas maintenant avec la COVID, mais avant la pandémie, on donnait de l'accolade à nos patients. Il y a plusieurs types de psoriasis. Je pourrais en discuter. La majorité de nos patients vont avoir la psoriasis en plaques, mais souvent, on voit aussi le psoriasis en gouttes. C'est des petites gouttes. Il y a aussi le psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux et le psoriasis inverse. On va regarder les différents sous-types et on va vous donner un peu plus de détails. Le psoriasis en plaques, qui est la forme la plus fréquente de psoriasis, dans 90% des cas. Plusieurs parmi vous savez comment ça se présente. Vous savez où c'est. Très souvent, c'est sur le cuir chevelu, certaines parties. Ça peut être n'importe où. Souvent, les lésions sont un peu épaisses. Il y a des lésions avec des rougeurs. Il y a des écailles. Ça se desquame, ça sort. Et souvent, il va y avoir de la démangeaison. Très souvent, ce psoriasis ne démange pas et c'est ce qui peut le différencier de l'édème. On sait que ce n'est pas le cas. Beaucoup de psoriasis peut démanger beaucoup. Il y a beaucoup de desquamation de la peau quelquefois. Le saignement arrive assez souvent quand même. Douleurs et démangeaisons sont les symptômes les plus courants. Quand on pense au psoriasis en plaques, c'est par rapport à la peau saine. La peau saine, d'habitude, les cellules de la peau se renouvellent normalement tous les 28 jours. C'est ce qui arrive sur une peau normale. En psoriasis, les cellules de la peau se renouvellent tous les 3 à 5 jours. Bon, il y a un roulement beaucoup plus rapide dans le renouvellement des cellules dermiques. Ce qui est très important de savoir, c'est que les gens vont se dire quelquefois j'ai des plaques. Alors, ça veut dire que ma peau est sèche. Alors, en utilisant des crèmes, ça va être mieux, j'aurai plus de plaques. Mais ces plaques-là ne sont pas... C'est de l'inflammation sous-jacente. Alors, peut-être vous pouvez utiliser tous les hydratants que vous voulez. Ça n'empêchera pas votre psoriasis. Parce que c'est causé par l'inflammation, c'est pas de la peau sèche. Le psoriasis pustuleux, c'est unique, c'est un autre grand type. Ça peut être localisé ou ça peut être seulement dans les paumes et dans la plante des pieds, mais aussi, des fois, c'est généralisé. Ça peut être assez sérieux, ça peut affecter de grandes zones de peau. Tu sais, souvent, c'est déclenché par le tabagisme et des infections comme les infections de la gorge au streptocoque, et souvent le stress aussi. Le mal de gorge, c'est une des infections les plus courantes qui va déclencher des psoriasis pustuleux. C'est souvent déclenché par le stress. Et les symptômes vont comprendre des petites pustules douloureuses qui peuvent démanger. C'est prurigineux, ça démange. Et c'est comme des petites plaques rouges avec un peu de desquamation. Et souvent, il y a des pustules. Des pustules, c'est essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est des petites poches de fluide, des petites pochettes remplies de liquide. Mais au lieu d'être du liquide, c'est du pus. Et ça peut se développer dans n'importe quelle surface du corps. Le psoriasis en gouttes.
C'est quelque chose qui est plus courant, c'est un peu moins courant quand même. Des fois, c'est passager. C'est des petites gouttes de psoriasis qui sont partout dans le corps d'habitude. C'est souvent chez les enfants. Et l'intensité n'est pas aussi fulminante que certains autres types de psoriasis. Ça peut se disparaître et revenir, mais sur un tiers des patients environ vont passer au psoriasis en plaques par la suite. Ça peut apparaître de façon très soudaine après une infection de la gorge au streptocoque. C'est très souvent ça. Quand on voit quelqu'un qui a du psoriasis, souvent, on va lui demander « Avez-vous un mal de gorge récemment? » Et souvent, c'est ça qui arrive, oui. Très souvent, c'est ça. C'est partout dans le corps, souvent, ces gouttes de psoriasis. Le psoriasis inversé. Ça affecte... c'est pas aussi courant que le psoriasis en gouttes, mais à peu près égal. On dit que c'est 3 à 7 des personnes atteintes de psoriasis. Ça, c'est en soi, là, sans autre forme de psoriasis. Mais souvent, on voit ça si vous avez le psoriasis en plaques en plus, très souvent. Et souvent, c'est dans les plis de la peau, dans l'aine, où les gens vont venir et j'ai ça, c'est une infection de levure, c'est de la levure qui part pas. Mais non, on regarde ça, non, c'est pas ça. C'est sous les aisselles ou dans l'aine ou sous les seins ou dans la région génitale ou dans toutes les zones de la peau où la peau fléchit ou se plie. Ça, c'est de la psoriasis inversée. Très souvent, c'est assez rouge souvent et ça peut être très, très inconfortable. Et ça se peut que ça soit exacerbé ou déclenché par une infection fongique ou une infection bactérienne. Alors, il faut regarder ça, il faut toujours garder ça à l'esprit que ça peut être dû aux champignons, donc infection fongique au départ. Le psoriasis érythrodermique est rare, heureusement. Bon, mais c'est lorsque le psoriasis affecte pratiquement toute la surface du corps. Comme Tammy nous l'a dit, elle avait du psoriasis qui couvrait 70% de son corps. C'était très, très, très proche du psoriasis érythrodermique. Il y a ce sous-type de psoriasis est très grave parce qu'il affecte de très grandes surfaces de peau. La personne va avoir beaucoup de peau qui va tomber, se dessécher, tomber. Et c'est dû souvent à un déséquilibre chimique dans le sang et les gens sont souvent très, très, très malades. Alors, cette forme de psoriasis, on la prend très, très au sérieux et d'habitude, le patient ne se sent pas bien, il tremble, ils ont des frissons ou ils ont ils se sentent fiévreux. C'est très important. Il faut absolument chercher de l'aide tout de suite si vous avez quelqu'un qui a ce genre de symptômes. Passons maintenant aux causes, aux déclencheurs potentiels du psoriasis. Il n'y a aucune cause particulière connue qui est universelle, mais regardons un petit peu d'un point de vue empirique. Il y a des facteurs génétiques. Alors, plusieurs gènes ont été repérés qui sont identifiés dans le psoriasis. Environ 3% de nos personnes vont avoir un membre de leur famille ou quelqu'un proche dans la famille qui a déjà le psoriasis. Ça arrive souvent, ça. Il y a des facteurs aussi immunologiques. C'est-à-dire que quand on pense à notre système immunitaire, on a ce qu'on appelle l'immunité innée. Et dans l'immunité innée, on a nos lymphocytes T qui sont très importantes pour contrer les infections. Et ça peut causer vraiment une inflammation de la peau et ça joue un rôle très important. On a aussi les facteurs environnementaux. Comme Tammy l'a mentionné, si vous avez trop de soleil, ça peut empirer. Si vous avez mal de gorge, ça peut déclencher une poussée. Si vous avez le stress c'est très important. Ça va souvent exacerber votre psoriasis. Mais encore une fois, il y a les médicaments, le tabagisme, le tabac, le fait de fumer, l'alcool peut aussi exacerber le psoriasis. Passons maintenant au degré de gravité. Quand on pense au psoriasis, on pense que ça peut se présenter comme du psoriasis léger ou sévère. Le psoriasis léger, d'habitude, si on regarde la surface du corps, ce sera environ 3% ou moins du corps. Comment est-ce qu'on sait que c'est 3% ou moins? Si vous prenez votre paume là, de la main, ça, c'est 1%. La paume, c'est 1%. Si vous avez 3 paumes de main, ça fait 3% de votre corps qui est couvert de psoriasis. Donc, ça, c'est léger. Ça peut avoir une certaine incidence sur la qualité de vie, mais pas pour tout le monde. C'est subjectif. Il y a des patients qui vivent bien avec ça,
Ça ne les dérange pas trop. Et d'habitude, c'est bien pris en charge à moyen de traitements topiques, des crèmes, des onguents, des mesures de routine, de soins de la peau, en plus de l'hydratation et des traitements topiques. Le psoriasis modéré implique une plus grande partie de la peau, entre 3 et 10 de la surface touchée, donc entre 10 paumes de main. Ça peut avoir une incidence importante sur votre qualité de vie pour des raisons comme ça peut être aussi grave que le psoriasis sévère quelquefois. Ça dépend vraiment de l'inconfort, la gêne physique qu'on ressent, la démangeaison, les endroits où ça se manifeste aussi dans le visage, les mains, les pieds, vous ne pouvez pas marcher. Ou si c'est dans les organes génitaux, c'est très inconfortable. Ça peut être très important. Et ça peut avoir un impact sévère. Alors, d'habitude, on a des traitements topiques pour ce psoriasis modéré, mais c'est limite, quelquefois, il faut utiliser des traitements plus forts également, même si c'est un psoriasis modéré. Le psoriasis grave ou sévère, si on prend tous nos patients qui ont le psoriasis, à peu près un tiers de nos patients ont cette forme grave. Ça veut dire qu'il y a plus que 10 de leur surface corporelle qui est touchée. Ça touche le visage, les mains. Les gens n'ont peut-être pas tout à fait 10 mais s'ils ont une atteinte du visage, des mains ou des pieds ou des régions génitales, on peut considérer que c'est un psoriasis grave là, quand ça touche le visage ou les mains, les pieds. Si c'est les pieds, ça peut impacter votre façon de marcher. Votre démarche, ça gêne beaucoup la qualité de vie d'habitude. C'est pas maîtrisé par des traitements topiques. Les crèmes et les onguents ne suffisent pas. Alors, ça va exiger un traitement clinique plus important. Qu'en est-il des affections associées? Passons avec un sondage maintenant. Êtes-vous familier avec les affections associées au psoriasis? Êtes-vous très familier, assez familier ou je ne savais pas qu'il existait des affections associées au psoriasis? Pas du tout familier. Très bien. Bon, plusieurs parmi vous sont quelque peu familiers ou pas familiers du tout. Bon, ça va être très instructif pour vous. C'est la partie la plus instructive de cette présentation, probablement pour vous. Alors, le psoriasis vient en faisceau, en groupé avec quelque chose d'autre. Ça peut être affecté les yeux. Ça, c'est pas très courant, mais il y a aussi des maladies cardiovasculaires. Il faut mettre ça sur l'écran radar. Le psoriasis peut augmenter quand on a une maladie cardiovasculaire. Des maladies pulmonaires obstructives, le MPOC ou les troubles du sommeil, ça peut être un autre problème lié à psoriasis. Le rhumatisme psoriatique, c'est une des causes les plus courantes. Environ un tiers de nos patients vont avoir le rhumatisme ou l'arthrite psoriatique. C'est vraiment sur notre écran radar. La dépression aussi. La dépression est une grosse comorbidité. C'est très, très courant chez nos patients, cette dépression. La fatigue. Et ça vient avec des troubles du sommeil aussi. Et quelquefois même, ça peut être tellement grave que ça peut affecter votre fonction mentale, votre fonction cognitive. Il y a déjà des maladies cardiovasculaires, j'en ai parlé un peu, mais il y a aussi le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, la dyslipidémie. Et aussi, il faut savoir que, en plus de ça, la maladie de Crohn et la colite intestinale peut causer le psoriasis ou être associé au psoriasis. Commençons par quelque chose qu'on voit très, très, très souvent, l'arthrite psoriasique. C'est une comorbidité très courante du psoriasis. Le fait d'avoir le psoriasis, c'est un gros facteur de risque pour l'arthrite psoriatique. Quand on voit du psoriasis, on sait que c'est très important. Ça implique le mouvement ou le cuir chevelu, le mouvement dans les plis du corps aussi, dans le derrière aussi. Ça, vous avez des facteurs de risque si vous avez des antécédents familiaux. Et il y a des lésions aussi. Si quelqu'un a une lésion aux articulations, il va probablement avoir de l'arthrite psoriatique. Ou si vous avez psoriasis sur les ongles, le cuir chevelu ou les fesses.
L'arthrite psoriasique se produit de différentes façons. Il y a différentes présentations qui peuvent affecter une articulation ou plusieurs articulations. Ça peut affecter de grosses articulations, des petites articulations, ça peut être dans les mains, mais ça peut être aussi les genoux ou les hanches. Ça peut se présenter comme un petit inconfort, plus ou moins grave, des douleurs au tendon, mais ça vient aussi avec la dactylite. C'est quand tous vos doigts sont comme bloqués, ils font mal, ils sont rouges. Et spondylite aussi. La spondylite, c'est l'inflammation de l'aine et de la partie génitale, spondylite. Et ça peut être très, très dur pour les articulations. Alors, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on choisit un traitement pour le psoriasis. Il faut choisir un traitement qui va aider la peau, mais il faut que ça aide aussi les articulations. Il faut penser aux articulations. Le syndrome métabolique a été lié avec l'inflammation chronique. Et le psoriasis est une maladie de la peau qui est une inflammation chronique. C'est pas surprenant qu'il y ait un lien entre les deux. Très souvent, c'est une condition groupée. Les pressions, l'hypertension, ils ont beaucoup de cholestérol, ils ont l'obésité ou un surpoids, ils vont avoir du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Tout ça ensemble, ça cause ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et malheureusement, c'est un faisceau qui est associé avec un gros risque de maladies cardiovasculaires. Et le psoriasis aussi est un des risques de ce syndrome métabolique. Les maladies cardiovasculaires et le risque de maladies cardiovasculaires, ce sont des importants prédicteurs pour les gens qui ont le psoriasis. On sait maintenant que les personnes qui ont le psoriasis sévère ont beaucoup plus de risques de maladies cardiaques ou cardiovasculaires que quelqu'un qui a du psoriasis léger. Et le psoriasis en lui-même, c'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer. Il faut garder à l'esprit que le fait d'avoir le psoriasis, c'est un facteur de risque, mais il y a d'autres facteurs de risque. Par exemple, la hypertension, le diabète. Il faut tout garder à l'esprit. C'est une constellation. Quand on pense au psoriasis et son impact sur la qualité de vie, c'est incroyable, c'est très fort. Ça peut toucher pratiquement tous les aspects de la vie auxquels on peut penser. Le psoriasis peut avoir un impact sur presque tous les aspects de la vie, dans votre vie. Alors, on pense qu'il y a des impacts sociaux, psychologiques et biologiques. Un des impacts, c'est la démangeaison et l'irritation. Les gens qui ne peuvent pas dormir. Et si vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vraiment fonctionner. Et souvent, vous vous sentez fatigué et peut-être vous n'êtes pas très engagé, vous ne devez pas socialiser beaucoup. Et les impacts sociaux, c'est des impacts psychosociaux qui sont des impacts sur votre gène. Vous vous sentez rejeté, vous avez l'impression d'être impuissante, ça vous cause des difficultés financières aux personnes. Et puis, imaginez si vous avez du psoriasis dans la région génitale. Vous ne voulez pas avoir de relation intime avec quelqu'un d'autre, imaginez-vous. Et si vous vous sentez impuissant, vous vous sentez rejeté, probablement que vous allez avoir des problèmes dans toute votre vie. Dans tous les aspects de votre vie, avec votre partenaire, ça va affecter votre relation avec votre partenaire et ça mène à toutes sortes d'aspects sociaux qui sont des impacts du psoriasis. Il y a une stigmatisation et on diminue ses activités sociales. Il y a des défauts, des difficultés financières, des difficultés professionnelles qui surgissent à ce moment-là. On entend souvent des histoires de personnes qui ne font pas bien leur travail parce qu'ils ont le psoriasis sur les mains ou parce qu'ils ont du psoriasis dans le visage ou qui vont être souvent absents du travail parce qu'ils ont des poussées. Ces personnes ne peuvent pas travailler dans un environnement de vente au détail, par exemple. Ça devient important quand on pense au traitement. On demande toujours, ça joue un rôle important dans notre décision, à savoir quel est l'impact du psoriasis sur votre qualité de vie. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions là-dessus. C'est important que le patient en parle, parce que très souvent, s'il ne le mentionne pas, on ne pourra pas savoir que c'est caché, c'est dans la région génitale, on ne pourra pas savoir si vous n'en parlez pas. Donc, parlez-en. Quelquefois, c'est très personnel pour vous, mais ça a beaucoup d'impact, mais c'est pas quelque chose que vous voulez partager nécessairement avec les médecins, mais il faut le faire. Il y a aussi beaucoup d'incidences de dépression et des problèmes de troubles anxieux. C'est pas surprenant, ça cause beaucoup d'anxiété. Et ensuite, pour revenir aux questions de santé mentale, on sait que le psoriasis grave est un gros facteur de risque pour la dépression. Et le psoriasis, en général, est souvent associé avec l'anxiété et avec
une augmentation de l'anxiété. Donc, des tout petits changements, souvent, peuvent avoir des effets bénéfiques considérables. Alors, faites-vous examiner par votre médecin pour regarder tous les facteurs associés de maladies cardiovasculaires. Faites vérifier votre cholestérol. Faites mesurer votre hypertension artérielle. Faites-vous dépister pour le diabète. Parlez à votre médecin. Essayez d'être proactif. Surtout de nos jours avec la COVID. Tout est un petit peu mis en veilleuse. Alors, les gens prennent souvent pas assez soin de leur santé parce qu'ils sont isolés. L'exercice est important et c'est bon pour la santé générale, mais c'est bon aussi pour la santé mentale, l'exercice. Cessez de fumer. Non, le tabagisme, c'est un gros point. Et votre équipe soignante peut vous aider si vous avez de la difficulté à arrêter de fumer. Prenez un régime alimentaire sain. C'est très important aussi. Dormez bien. C'est très important. Le sommeil, on ne pense pas toujours au sommeil. On ignore le sommeil. Mais si on ne dort pas, on ne fonctionne pas bien. Et ça crée davantage d'inflammation et davantage de psoriasis, davantage d'inconfort, de douleur, de démangeaison, etc. Et des bonnes habitudes de soins personnels tous les jours aussi. C'est important, ça. C'est bien s'occuper de soi-même. Si vous ne vous aidez pas vous-même, ça va être très difficile pour vous de vous occuper de votre famille ou des autres personnes, de vos proches. Ça va vous endommager vos relations sociales, de vos amitiés et votre réseau d'amis. Alors, on arrive à la partie la plus enthousiasmante, le traitement. J'aimerais dire qu'avec le temps, les choses ont changé beaucoup. Par le passé, on parlait de crème, on parlait d'onguents et on n'avait pas beaucoup d'autres options. On n'avait pas d'autres médicaments pour aider. Maintenant, les choses ont changé de façon spectaculaire au cours des 10 dernières années. Le traitement qu'on offre, à d'habitude, ont des grosses améliorations dans la qualité de vie. Ces traitements sont éprouvés sans danger avec le temps. Ils ont une très grande efficacité avec le temps et ça se maintient. Et des fois, c'est assez commode d'apprendre aussi ces traitements. Voici l'évolution de la thérapie systémique pour le psoriasis. Ça a commencé au début des années 2000. On avait des vieux médicaments, le méthotrexate avant 2000. C'était le médicament pour les gens qui avaient le psoriasis, le méthotrexate, la citrétine aussi, la cyclosporine qui est plus tellement utilisée parce que ça a beaucoup d'effets secondaires. Mais avec le temps, là, ça a évolué beaucoup. Avec les médecins ont développé des choses. On a commencé à avoir ces nouvelles générations de médicaments. D'abord, c'était l'étanercept. Et ensuite, vous savez, le médicament qui s'appelait Embroil. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres médicaments qui ont émergé. Et je dois dire qu'au cours des 5 dernières années, c'était explosif. Alors, par le passé, on avait peut-être des améliorations seulement de 50%. Maintenant, on a des améliorations de 75% du psoriasis. On était tellement contents. Laissez-moi vous dire, maintenant, on veut éliminer complètement tous les effets de psoriasis. Dans certains essais cliniques, je vois souvent des améliorations de 100% ou de 90%. Et c'est ça que je vois dans mon expérience clinique. C'est ça qui a évolué beaucoup au fil des ans. Alors, quels sont les choix de traitement? Comment allez-vous décider quel traitement est bon pour vous? D'abord, ça dépend du type de psoriasis. Ça dépend de l'étendue de la maladie. Ça, c'est un gros facteur, la région affectée. C'est quoi les régions qui sont affectées? Mais aussi, où est-ce qu'il s'est situé, ce psoriasis? L'âge et le sexe, ce sont des facteurs aussi. Vous êtes peut-être à un moment dans la vie où vous voulez avoir une grossesse. À ce moment-là, c'est différent. Il faut considérer ça. Il y a d'autres problèmes de santé qu'il faut considérer aussi. Est-ce que vous avez de l'arthrite psoriatique pendant que je choisis votre traitement? Mais il y a aussi des questions de mode de vie, de profession. Alors, si vous avez une occupation où la personne ne se montre pas, mais si les gens ont beaucoup à voyager, ça a beaucoup d'effets sur sa qualité de vie, sur ses voyages et ses déplacements. Qu'en est-il de la qualité de vie des gens? Le psoriasis affecte beaucoup la qualité de vie. Si je sais que je peux aller 10 fois plus, si je m'en fous, ça ne m'inquiète pas, ça ne me dérange pas, mais là, ça change les choses aussi. Localisation, êtes-vous très proche d'un bureau de médecin ou êtes-vous à 2 heures de conduite? Il y a certaines thérapies qui sont très bonnes pour des personnes qui vivent très proches d'une zone de photothérapie. Mais si vous êtes à 2 heures, vous n'allez pas voyager 2 heures de temps pour avoir un traitement de photothérapie ou de luminothérapie.
Ça dépend aussi de la volonté du patient. Hein. Avez-vous accès au traitement? Ça, c'est le point numéro un. Est-ce que je peux utiliser un traitement que je veux? Et les patients, souvent, il faut qu'ils gardent le traitement. Ça arrive souvent que quand on donne un médicament, les gens le prennent au début, mais après ça, pour toutes sortes de bonnes raisons, ils arrêtent de le prendre ou ils choisissent de ne plus le prendre. Ça revient. Puis là, maintenant, ils ont des plaques partout sur le corps. Alors, vraiment, il faut on veuille s'aider. Il faut que les gens veuillent s'aider eux-mêmes. Et quand on pense au traitement, on pense toujours au traitement externe, même pour les gens qui ont une maladie sévère. Et ça prend toujours un traitement topique avec des onguents. La photothérapie, c'est un traitement possible. Si plusieurs patients vont avoir des bienfaits de photothérapie, ça peut être très efficace. Mais le traitement systémique du psoriasis est très, très bon pour les patients qui ont un psoriasis modéré ou sévère. Vont terminer à avoir un médicament systémique à action générale avec des médicaments biologiques. Le traitement topique, c'est appliqué directement sur la peau, sur une lotion, une crème, un gel, un onguent et des lotions. C'est le traitement initial. On commence par la plupart des patients là-dessus. C'était le seul traitement qu'on avait pendant plusieurs années, même pour les gens en arrivaient à un psoriasis sévère. C'est pour les maladies légères, c'est pour les maladies qui ne sont pas encore systémiques. Ça peut aider, c'est bon, et c'est assez sécuritaire aussi, mais ça prend beaucoup de travail, beaucoup de patience pour mettre ça sur toutes les plaques, etc. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre arsenal de médicaments topiques? On a des corticostéroïdes. Plusieurs parmi vous connaissent les corticostéroïdes. Plusieurs parmi vous ont déjà utilisé ces corticostéroïdes. On a des analogues de la vitamine D3. On se concentre là-dessus. Les rétinoïdes aussi. C'est pas utilisé aussi souvent, mais c'est quelque chose qu'on a dans notre arsenal comme traitement topique. L'antraline et les produits à base de goudron, c'est souvent utilisé pour le cuir chevelu, mais plus tellement parce qu'on a des meilleurs traitements maintenant. En fait, c'est rarement utilisé. Et des thérapies de combinaison. Souvent, on combine différents médicaments pour optimiser les effets des différents médicaments. Et on a les vitamines B3, des analogues de la vitamine D3 et les corticostéroïdes aussi. Et on a d'autres thérapies de combinaison, en combinaison. On combine souvent les rétinoïdes et les corticostéroïdes, par exemple. On appelle ça des thérapies de combinaison. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans le médicament topique? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? D'habitude, ce qu'on fait avec le traitement topique, c'est qu'on dit, bon, voici une prescription, mettez-le au besoin. Bon, il y a une nouvelle étude qui est sortie au cours de la dernière année. C'était une étude d'1 an qui portait sur un traitement d'entretien proactif du psoriasis avec un traitement combiné d'analogues de la vitamine D3 et de stéroïdes topiques. Alors, on combinait donc la vitamine D3 avec des stéroïdes topiques. Et les patients ont été traités avec le traitement actif pendant 4 semaines. Puis, il y a un groupe de patients qui a eu une mousse inactive, un placebo, et un autre groupe a eu un traitement 2 fois par semaine jusqu'à l'apparition de symptômes. Et on les appelait le groupe qui était sur le traitement actif. Alors essentiellement, une fois que vous n'avez été traité, vous utilisez un médicament actif 2 fois par semaine pour voir si on peut prévenir les poussées ou on vous donne un traitement juste quand vous avez une poussée. Ce que les études ont conclu, c'est que quand vous utilisez le médicament de façon proactive, autrement dit, si vous maintenez votre médicament, vous avez plus de jours sans symptômes. Ça prend plus de temps avant que les symptômes réapparaissent. Ça prend jusqu'à 56 jours par rapport aux gens qui avaient un placebo. Eux, ça leur prenait 30 jours avant que les symptômes réapparaissent. Le nombre de rechutes était différent aussi. Quelqu'un qui avait eu le traitement proactif avait des rechutes seulement 3,1 fois par année, alors que ceux qui avaient le placebo avaient des rechutes 4,8 fois par année. Et il y avait aussi toutes sortes de facteurs. Il y avait des rémissions, il y avait des longues périodes de rémission. Les gens qui utilisaient ça 2 fois dans les zones chroniques et le psoriasis était sous contrôle pendant un plus grand nombre de jours sans exacerbation pendant une période d'1 an. Et surtout, ce traitement était assez sécuritaire. Aucun problème d'innocuité, pas de danger.
Alors, le point à retenir ici, c'est qu'un traitement proactif 2 fois par semaine avec la vitamine D3 et les stéroïdes a donné des résultats positifs et s'est avéré sans danger. Alors, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, au lieu de dire, oh, ben, voici votre prescription, traitez-vous au besoin, là, on suit ça d'un peu plus près. Maintenant, c'est très difficile, hein? Les gens appliquent ça de toutes sortes de façons. Maintenant, on donne des lignes directrices. On leur dit, mettez-le tous les jours jusqu'à ce que ça soit totalement éliminé. Et dans les zones chroniques, mettez-le 2 fois par semaine. On est donc plus directif dans ce qu'on dit aux gens. Et comme ça, on maintient la peau sans plaques et ça peut beaucoup aider dans les zones délicates, les zones chroniques. L'exception, c'est que les zones les plus délicates, ce sont le visage, l'aine et les selles. On demande de ne pas faire ça sans le conseil de vos médecins, hein, parce que c'est un médicament que vous voulez considérer comme traitement. Là. Pour la photothérapie. La photothérapie, c'est très courant pour les gens qui ont le psoriasis sévère et modéré. D'habitude, on essaie des rayons UVB. Ce que c'est, quand vous regardez le spectre, il y a les rayons UVB, les rayons UVA et les rayons UVC. Avec les rayons UVB, on sait que ça peut vraiment aider la peau. Alors, on utilise seulement une partie du spectre de l'ultraviolet ici. Ils sont très sécuritaires. Et on l'utilise même pour les femmes enceintes. On le donne aussi même aux enfants. Et ça peut vraiment aider. Ce que ça fait, c'est que ça ralentit la croissance des cellules cutanées, ce qui aide beaucoup pour le psoriasis. Très souvent, ça peut se faire à domicile, la photothérapie. Il y a des appareils de photothérapie qu'on peut avoir. Ça existe. Ça peut être pratique d'avoir ça à la maison. C'est un bon traitement. Surtout si quelqu'un vit dans une zone éloignée, isolée. Les inconvénients, c'est que c'est le coût d'acquisition. Il faut l'acheter, ça coûte assez cher. Puis il faut maintenir les tubes. Il faut bien comprendre et apprendre le protocole de traitement. Là. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire de sa propre initiative. C'est pour les gens qui sont prêts à investir et à appliquer ce traitement. Prochaine diapo. Les agents systémiques. Que sont-ils? On a certains médicaments qui sont des pilules, on a des injections et on a des infusions. Alors, ces traitements vont traiter la psoriatique à partir de l'intérieur. Souvenez-vous que c'est le système immunitaire qui cause toute cette inflammation. C'est comme ça que le traitement fonctionne. Ça travaille pour moduler votre système immunitaire, la partie inflammatoire de votre système immunitaire surtout. Actuellement, nous avons les médicaments oraux, le méthotrexate. Plusieurs parmi vous connaissent bien le méthotrexate, c'est très souvent utilisé. La citrétine aussi, l'esclosporine, ça peut être une option aussi. Et beaucoup de nouveaux médicaments aussi peuvent être utilisés, comme l'apremilaste. Prochaine diapo. Les agents systémiques, d'habitude, sont utilisés pour traiter les psoriasis modérés à grave. C'est souvent la première chose qu'on fait quand on a une psoriasis modérée à sévère. Ça a plusieurs avantages, mais il y a aussi certains inconvénients. Et c'est quelque chose à décider selon chaque cas individuel si vous voulez choisir ce genre de médicament. Plusieurs des traitements oraux ne peuvent pas être utilisés pendant la grossesse. Si vous considérez devenir enceinte, dites-nous-le. Et les plus gros traitements vont exagérer une surveillance beaucoup. Il faut garder à l'esprit que ça prend des visites plus fréquentes au médecin. Les médicaments biologiques, maintenant, ce sont ces nouveaux traitements qui sont administrés au besoin ou par infusion. Il y a différents mécanismes d'action de ces nouveaux médicaments biologiques et selon le psoriasis, selon les comorbidités, on va choisir un plutôt que l'autre. Il y a 10 agents biologiques qui sont maintenant acceptés au Canada, homologués. On a un bon choix, on a un bon accès pour les gens qui ont le psoriasis grave. L'accès est assez payé pour cela. Il y a beaucoup de ces médicaments. Ça fait déjà presque 20 ans pour certains de ces médicaments. Dans le cas de l'étanercept, par exemple, Enbrel. Hein? Certains, on a fait des transitions, ça devient un médicament biostimulant. On va en parler aussi. Alors, on a déjà mentionné qu'il y a des médicaments par injection ou par perfusion. C'est comme ça qu'on les administre. Et d'habitude, c'est seulement pour le psoriasis grave qui n'a pas répondu au traitement par voie orale. Alors, c'est les psoriasis résistants.
Ces traitements biologiques peuvent être utilisés pour le traitement de certaines comorbidités. Par exemple, certains de nos médicaments vont traiter aussi l'arthrite psoriatique et les maladies inflammatoires de l'intestin. On va donc choisir le médicament qui peut faire d'une pierre deux coups. Certains médicaments peuvent même être utilisés chez les enfants et même chez les femmes enceintes. D'habitude, si quelqu'un pense à devenir enceinte, parlez-en à votre dermatologue parce qu'il y a des médicaments uniques. On a beaucoup moins de choix dans ce cas-là. Et généralement, ces médicaments-là sont très efficaces et c'est bien toléré. Ils ont une très bonne innocuité. Ils sont très sécuritaires. Alors, il y a certains de ces médicaments qui sont là depuis très longtemps. Et lorsqu'un médicament est là depuis longtemps, qu'est-ce qui apparaît? C'est on passe à des génériques. Et souvent, on utilise le mot générique quand c'est des pilules. Mais quand c'est une injection, on ne pense pas à ça. On ne dit pas le mot générique, on prend le mot biosimilaire. Ça veut dire que c'est une injection semblable, biosimilaire. On ne peut pas créer quelque chose de biologique qui soit exactement pareil, mais ça va être semblable. Alors, quand ces médicaments biosimilaires apparaissent, il y a un produit de référence biologique qui est là depuis un certain temps, le brevet a expiré. Alors, par exemple, l'étanercept, l'Enbrel, un autre qui existe depuis longtemps, c'est Premicade. Et les nouveaux modèles, Humira, par exemple, c'est un autre médicament pour lequel on a un biosimilaire actuellement. Il y a des compagnies qui font ces médicaments, vont souvent comparer et créer des médicaments qui sont très, très semblables aux médicaments d'origine. Et souvent, ils sont une référence qu'on peut utiliser pendant très longtemps. C'est une progression naturelle qui se produit dans les médicaments. Alors, la notion de biosimilaire. Est-ce que c'est assez similaire? C'est ça que le Santé Canada se demande. Alors, est-ce que j'ai des problèmes? Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune différence cliniquement significative entre le biosimilaire et le médicament de référence. Et en fait, c'est rigoureusement testé en clinique. Santé Canada a un protocole très précis pour tester les médicaments biosimilaires. Il faut que ça soit à moins de 10% de distance du médicament d'origine. Alors, c'est testé de façon rigoureuse. Et il s'est prouvé que c'est un biosimilaire. Quand on met l'appellation biosimilaire, ça a été inspecté. Vous pouvez avoir confiance en ce médicament. Il devrait toujours avoir la même efficacité et pas mal aussi le même profil d'innocuité. Hein? Et certains parmi vous ont peut-être entendu parler de ça dans les prochains mois. Beaucoup de provinces maintenant vont passer aux produits biosimilaires. Vous allez en entendre parler si vous êtes déjà sur un traitement biologique. Qu'en est-il des traitements des formes moins courantes de psoriasis? Hein? On a parlé, par exemple, du psoriasis en pustule. Hein? Ça peut être particulièrement difficile à traiter. Alors, c'est toujours au cas par cas. Quelquefois, ça prend une consultation de spécialiste. Il faut avoir il y a un choix. Comment est-ce qu'on va contrôler? C'est là où il faut vraiment consulter un spécialiste à ce moment-là. Et il faut être prêt à travailler avec son médecin parce que souvent, c'est un processus qui prend des longues visites. Vous avez une prescription. Vous devez revenir quand ça ne fonctionne pas et avoir une autre discussion. Donc, il faut être prêt à investir du temps. Les habitudes de vie, c'est un gros point. On a déjà parlé du stress. Hein? Le sommeil est très important aussi. L'alimentation, l'exercice. Toutes ces choses-là fonctionnent ensemble pour créer l'inflammation. Si vous avez du stress, manque de sommeil, vous alimentez mal, vous faites pas assez d'exercice, tout ça se combine pour augmenter la gravité de votre maladie. Et quand on regarde les troubles du sommeil, c'est très courant dans les conditions inflammatoires. On sait que pour le psoriasis, par exemple, l'insomnie est fréquente. Les gens ont de la difficulté à dormir. Les gens ont souvent l'apnée du sommeil. Et ce syndrome de Rickless-Sjögren, le syndrome de Sjögren est très courant. On sait que quand les gens ne dorment pas bien, ça crée encore plus d'inflammation. Alors, si le sommeil est un problème, il faut s'attaquer à cela en consultant votre praticien en matière de santé, votre médecin. L'alimentation, c'est un autre gros point. Vous pouvez voir ici, là, ça c'est pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Il faut
C'est génétique souvent, mais souvent c'est très semblable. La maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, c'est des régimes alimentaires très semblables qui sont considérés, qui sont recommandés. Plus de légumes, plus de fruits, plus d'huile d'oméga 3 qui proviennent des poissons gras. Moins de produits de viande rouge, de crème glacée, de saucisses, de boissons gazeuses. Vous allez trouver ça difficile quelquefois, mais faites ça un pas à la fois. Je sais que c'est difficile à changer son régime alimentaire, mais chaque petit pas compte. Parlons maintenant du traitement et comment vous allez travailler avec votre médecin pour définir ce qui est le mieux pour vous. Quelquefois, on va avoir une prise de décision partagée avec le patient. Si quelqu'un arrive avec un traitement, il faut évaluer les différentes options possibles. Et j'aime que le patient participe à ses soins et me guide dans mes décisions. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime savoir en quoi ça affecte votre qualité de vie et qu'est-ce que vous attendez de recevoir. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est important aussi de retourner pour des rendez-vous parce que je ne peux pas aider la personne si elle ne revient pas. Si la personne ne revient pas, je ne peux pas l'aider. Alors, c'est très important. On ne sait pas si ça a marché. On ne sait pas si ça a marché, si la personne ne revient pas. On ne sait pas s'ils ont besoin d'aide. Alors, ce qui est important aussi, c'est de discuter des impacts, des répercussions de la psoriasis sur votre qualité de vie. Qu'est-ce que vous attendez du traitement? Il faut vous donner le traitement qui va vous convenir, qui va marcher, mais je dois savoir à quoi vous vous attendez et à quel point c'est important pour vous, à quel point c'est un problème pour vous. Et ayez des objectifs réalistes. Vous n'éliminer peut-être pas 100% des plaques du jour au lendemain. Il n'y aura pas un traitement miraculeux pour vous. Il y aura pas j'ai pas de baguette magique et j'ai pas encore trouvé la baguette magique. Bon, on y travaille, mais on n'est pas encore arrivé là. Alors, des buts réalistes, c'est très important. Il y a beaucoup d'excellents traitements. C'est un cheminement. Vous devez trouver ce qui marche pour la personne en particulier. Qu'est-ce qui va convenir à son style de vie et qui va traiter en même temps les autres comorbidités. C'est tout un cheminement, ça prend du travail. Il faut être prêt à investir du temps. Alors, il y a des questions qu'on peut se poser d'abord. Quel genre de psoriasis avez-vous? Vous le savez peut-être à votre présentation. Quel genre de psoriasis que j'ai, docteur? Est-ce que j'ai des brochures? Est-ce que vous avez des brochures, docteur? Comment est-ce que je peux mieux gérer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour gérer mon psoriasis? Ça, c'est des questions à poser à vos médecins. À quoi je peux m'attendre? Est-ce que ça va s'éliminer complètement ou pas? Avec beaucoup de nouveaux traitements, pour quelqu'un qui a la maladie sévère, ça va exiger des nouveaux traitements, des traitements biologiques. Et il faut revenir souvent. La moitié de nos patients peuvent éliminer complètement tous leurs symptômes. Jusqu'à 90% de nos patients, c'est presque totalement éliminé. On a de grands succès avec ces nouveaux traitements biologiques. Quels sont les effets secondaires? À quoi je peux m'attendre, docteur? C'est la question qu'il faut se poser. C'est les questions que vous devez, c'est les choses dont vous devez parler à votre médecin quand vous allez visiter. Les effets secondaires que vous avez. Ce qui est très important ici, c'est d'utiliser de l'information. Restez informé pour communiquer avec votre médecin quelles sont vos attentes. On est là pour vous. On a beaucoup de bons traitements. Et dites-vous pas qu'il n'y a rien qui peut se faire. Hein? Les gens vont dire hey, « J'ai tout essayé, docteur. Ça ne marchera pas. Hein? Y a-t-il un traitement que je n'ai pas essayé? » Alors, non. Ayez de l'espoir. Aidez-nous à vous aider. Participez. Soyez engagés. Demeurez présents. Merci. Et voilà. Je vais maintenant accueillir toute question. Et j'aimerais beaucoup remercier encore une fois Tammy de son excellente présentation. Tammy Waddell. Merci beaucoup, Dr. Turchin, de ce survol. Vous avez couvert tout un long historique de traitement pour en venir à l'endroit où on est aujourd'hui. Vous avez gardé bien informé de ce à quoi les gens peuvent s'attendre et
quelles sont les questions que les patients peuvent poser à leur médecin. Alors, merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Je vais regarder s'il y a des questions dans la boîte de questions et réponses. Alors, merci. Il y a beaucoup de merci ici. Merci. Ah, je vais poser à ma chère collègue Marianne. Il y a une question en français. Je ne sais pas, Marianne, si vous pouvez m'aider à la traduire. Et pendant que vous la traduisez, je vais poser une question préliminaire d'abord au Dr. Turchin comme question de suivi. On était un petit peu en retard quand on s'est connecté. S'il y a des gens qui ne sont pas encore connectés, faites-le. Il nous reste simplement quelques minutes maintenant pour prendre quelques questions. Non. Oui, bonjour Marianne. Il y a une question qui a été posée. Je ne sais pas si vous pouvez la traduire pour moi. Oui. Y a-t-il de la recherche sur les cellules souches? Les cellules souches. Y a-t-il de la recherche sur les cellules souches? Marianne, eh bien, il y a eu des choses nouvelles, mais il y a des nouveaux développements qui ne sont pas si nouveaux que ça non plus. Je dois dire que je ne suis pas familière avec les recherches actuellement sur les cellules souches du côté des patients psoriatiques. C'est probablement pour d'autres contextes. On a d'excellents traitements pour la psoriasis actuellement, alors on ne cherche pas beaucoup du côté des cellules souches. La recherche sur les cellules souches fait beaucoup d'efforts pour aider beaucoup d'autres maladies. Alors, je ne suis pas familière avec... je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui se passe du côté des traitements pour la psoriasis dans le domaine des cellules souches. Non, pas vraiment. Mais c'est une question intéressante. Oui, c'est une bonne question. Et je l'ai noté parce que c'est certainement quelque chose qu'on pourra suivre et on pourrait investiguer un peu plus pour voir qu'est-ce qui peut exister peut-être, même si c'est juste à l'état d'embryon, et on pourra vous revenir avec un autre partage plus tard. On a quelques autres questions, et voici une autre question. Elles sont toutes pour le Dr. Turchin, je pense. Y a-t-il des traitements sans effet secondaire? Ah, la question. C'est une bonne question. En fait, la vie est pleine d'effets secondaires, en fait. Et, vous savez, c'est... Le psoriasis, c'est une chose qui se passe dans la vie, ça fait partie de la vie. Hein? Il va toujours y avoir quelque chose qui est un événement secondaire potentiel qui peut apparaître. Cependant, c'est souvent quelque chose qui est à étudier au cas par cas à cause des antécédents. Ça dépend des antécédents, ça dépend de votre historique, comment ça a évolué, quel genre de psoriasis, quels autres effets secondaires vous avez eu par le passé. C'est quelque chose qui est gérable. Tant qu'on sait, moi je trouve que tant qu'on sait ce à quoi vous vous attendez, qu'est-ce qui est important pour vous, on va le chercher, on va faire attention à ça. Si vous nous le dites, ça devient de plus en plus gérable si vous en parlez. Alors, on peut prendre ça en charge. Il y a des essais cliniques actuellement qui se font. Ils étudient beaucoup les effets secondaires et les différents développements dans chaque étude clinique. Et ça, c'est examiné avec grand soin. Alors, c'est au point que on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche clinique et des essais cliniques, il faut documenter tout effet secondaire potentiel qui peut être lié ou pas lié au traitement. On a toujours un document lorsque quelqu'un même fait une foulure à la cheville, quand quelqu'un a un rhume. On fait toujours attention à ça. On note tous les effets secondaires. Dans la monographie, vous allez voir une grosse liste d'effets secondaires potentiels. Le rhume, vous allez vous dire, oh non, je vais attraper le rhume avec ça. Mais non, quelqu'un arrive pendant une étude, il y a un rhume, on va le signaler. Mais peut-être que c'est simplement parce que le test est fait pendant l'hiver. Et les rhumes, ça arrive souvent pendant l'hiver, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas s'en faire trop avec ça. Maux de tête, on passe ça, c'est courant. Quand vous avez un mal de tête, vous n'y passez pas beaucoup. Mais si vous êtes dans un essai clinique, on va noter que vous avez eu un mal de tête. Il faut l'enregistrer quand vous êtes dans un essai clinique. Alors, je dirais, moi, parlez-en à votre médecin. Et il y a souvent des questions particulières qui sont soulevées. C'est quoi votre inquiétude en particulier? On peut s'attaquer à cette inquiétude que vous avez. Merci beaucoup. Une autre question ici. Celle-ci, c'est sur un médicament spécifique. Pendant combien de temps on peut l'utiliser? Mais je vais vous poser la question suivante, là. La question, c'est pendant combien de temps vous utilisez Doverbet sur le préjugé sévère.
sans faire de commentaires sur un médecin, mais sur un médicament topique, je vais demander à la personne qui a posé la question, c'est une excellente question pour votre médecin. Posez cette question à votre médecin. Prenez note de poser cette question à votre médecin. Mais, Dr. Turchin, si vous lisez quelque chose, même si vous n'avez pas le droit de parler d'un médicament précis, c'est très certainement une question difficile à répondre parce que ça dépend beaucoup comment on définit la psoriasis sévère. Est-ce que le traitement fonctionne? Ça fait combien de temps que la personne utilise ce médecin? Il y a tellement de choses concomitantes. Où est localisée votre psoriasis sévère? Alors, pour moi, c'est impossible d'y répondre. Il faudrait vraiment que je regarde ça au cas par cas. Alors, je vous encouragerais à porter cette question à votre fournisseur de soins de santé là, et lui poser cette question directement pour votre cas particulier. Merci beaucoup. Une autre question ici. Avec l'arthrite psoriatique, y a-t-il... qu'est-ce qu'on consulte, le dermatologue ou le rhumatologue? Je vais poser ça à la fois à Tammy et au Dr. Turchin. Comment est-ce qu'on fait? Quand une personne a l'arthrite psoriatique, comment on partage le temps entre le rhumatologue et le dermatologue? Des fois, c'est tout de suite au moment où la personne arrive et ils ont de l'arthrite psoriatique. Beaucoup de médicaments vont traiter l'arthrite psoriatique. Alors, je ne vais pas nécessairement attendre d'avoir une consultation avec un rhumatologue au moment où la personne se présente. On sait que les temps d'attente, c'est souvent un grand problème, surtout pendant la COVID. Alors, moi, je vais sauter tout de suite sur un traitement sélectif, si je le peux, qui va s'attaquer aux deux problèmes à la fois. Et si l'arthrite n'est pas bien contrôlée, après le traitement, je vais vraiment, à ce moment-là, consulter un rhumatologue. C'est souvent pour confirmer que la personne a encore de l'arthrite psoriatique. Puis après ça, c'est simplement de l'ostéoarthrite, simplement, de l'arthrose, ou peut-être ça. Ça arrive souvent. Ça n'a pas besoin d'avoir un traitement pour l'arthrite psoriatique, c'est simplement de l'arthrose. Mais c'est courant que quelquefois, il y a des inquiétudes. Les gens se disent, une personne pourrait peut-être avoir l'arthrite psoriatique, mais c'est pas sûr. Il faut s'assurer que, est-ce qu'on va s'attaquer à ce problème? Et il n'y a pas besoin de choisir un médicament spécifique pour l'arthrite psoriatique s'il n'y en a pas vraiment. C'est juste de l'arthrose, hein? Alors là, à ce moment-là, je consulterai un rhumatologue pour faire la distinction entre les différentes formes d'arthrite. Tammy, de point de vue d'un patient, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelque chose là? Qu'est-ce que vous consultez plus souvent, le rhumatologue ou le dermatologue? Oui, bien sûr, je peux commenter là-dessus. Moi, ce qui m'arrive, c'est que, je sais pas, il y a 5 ans, je dirais, on m'a dit que j'avais de l'arthrose, l'ostéoarthrite dans mon cou et dans ma cuisse. Ce qui m'avait jamais gêné, vraiment, là, ça m'avait jamais dérangé. Mais au cours des quelques mois, des 2-3 ans, j'ai eu des douleurs aux articulations dans mes coudes, dans mes doigts. Alors, je suis allé voir mon médecin de famille et on a eu des radiographies et tout ça. Là, j'ai pas vraiment été voir un rhumatologue encore, pas pour le moment. Mais on est rendu au point que on se demande, c'est-tu de l'arthrose, l'ostéoarthrite, ou c'est-tu de l'arthrite psoriatique? On ne le sait pas encore exactement. Donc, si on ne peut pas les discerner tant que ça n'a pas progressé au point où on pourra dire oui, c'est de l'arthrite psoriatique, tant que ça n'a pas progressé au point pour dire oui, c'est vraiment de l'arthrite psoriatique, c'est pas de l'ostéoarthrite. Alors, je suis un peu entre deux actuellement. J'ai pas consulté de rhumatologue. La douleur n'est pas trop grave, mais il y a des journées où je sens la douleur. Je suis un peu dans les limbes ici, entre deux chaises. J'essaie de trouver quel traitement, quel spécialiste consulter. J'attends que... Et le médicament que j'ai ne cible pas vraiment l'arthrite psoriatique. Alors... si je regarde vers l'avenir, il va peut-être que je change le médicament que j'ai, dépendant de la forme d'arthrose que j'ai ou de la forme d'arthrite que j'ai. C'est un cheminement, comme le Dr. Turchin l'a dit. Ça évolue tout le temps. Totalement. Alors, il y a 2-3 autres questions ici. D'abord, je vais poser la question au Dr. Turchin. Ensuite, je vais passer à une autre question. C'est les prochaines étapes, les prochaines présentations. Alors, une dernière question. La question est la suivante. Est-ce que ça s'améliore après un mois d'injection de méthotrexate? Peut-être que vous parlez de la douleur causée par la méthotrexate. Est-ce que la douleur est un effet secondaire courant quand on a du méthotrexate?
Le méthotrexate, c'est un des effets secondaires du méthotrexate, oui. Ce médicament peut s'améliorer avec le temps, mais c'est un effet secondaire. Hein? Parlez-en à votre médecin. Utilisez quand vous prenez de la méthotrexate, prenez toujours ça avec le stéroïde. Si la fatigue devient très, très, très importante, consultez votre médecin. Ça peut être une indication qu'il faut passer à un autre traitement. Si quelqu'un a une extrême fatigue, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas aller travailler à cause du méthotrexate, il se sent à terre en tout temps, il faut vraiment qu'ils soulèvent cette question auprès de leur médecin. Il y a peut-être des choses qui peuvent être faites. Quelquefois, ça dépend de la façon dont vous prenez le méthotrexate. On peut changer la dose un peu ou passer complètement à un autre médicament. Ça dépend vraiment. Excellent. Merci beaucoup. Je regarde l'heure et je crois qu'il y a quelques autres questions ici. Une question très rapide porte sur le vaccin de la COVID et le psoriasis. La question est la suivante. Est-ce que si on prend le vaccin pendant qu'on a la psoriasis, une réponse générale, Dr. Turchin, s'il vous plaît. C'est-tu oui? Il n'y a pas de raison pour le monde qui ont le psoriasis d'avoir des inquiétudes plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça qui est la vérité, Dr. Turchin? On a toute une présentation là-dessus qui est déjà sur notre site web en anglais et en français. C'est le Dr. Kirchhoff qui nous a fait ça, cette présentation en mars. On vous invite à consulter ça si vous voulez avoir plus d'informations sur le médecin. Mais ce que je peux dire en résumé, là, il n'y a pas d'effet secondaire du vaccin dont on soit conscient. Avez-vous quelque chose d'autre à dire, Dr. Turchin? Non, pas du tout. J'encourage tous mes patients à prendre le vaccin. Et il y a une question ici sur les coûts. Quand on parle des produits biologiques, c'est sûr que c'est un gros point, le coût, bien sûr, une grosse inquiétude. Ce sont des traitements qui coûtent cher. Hein? Ça dépend d'où vous vivez au Canada, ça dépend si vous avez une assurance privée ou une assurance publique, si c'est couvert par votre province. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces médicaments? Ça varie. Au lieu de répondre à cette question, ce que je vous encourage à faire, c'est de vérifier notre site web CPM-RPC. Je ne peux pas tout vous donner, hein? On peut aider, en fait, à naviguer. On peut vous aider à naviguer selon l'endroit où vous vivez, la province où vous êtes et les options qui peuvent être disponibles pour vous. Est-ce qu'il y a un traitement que, si vous avez des difficultés à avoir accès, on va faire de notre mieux pour vous donner de l'information sur ces traitements et les coûts de ces traitements. Alors voilà, c'est pas mal toutes les questions qu'on peut répondre. Je vais m'assurer que toute question à laquelle on n'a pas pu répondre, nous allons vous fournir des ressources dans notre courriel de suivi. Mais c'est un petit peu, on a commencé un petit peu plus tard que prévu. Je veux respecter le temps de tout le monde et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je prends un instant maintenant pour remercier à nouveau nos conférenciers de leur expérience, votre expertise. Merci d'avoir été ici ce soir. Je remercie tous ceux qui se sont joints à l'appel ce soir. Il y a beaucoup de choses qui ont attiré notre attention de façon virtuelle. Merci d'avoir pris du temps. On a beaucoup d'événements virtuels à choisir maintenant, je sais. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et encore une fois, notre but, c'est de fournir de l'information scientifique mise à jour aussi rapidement que possible sur notre site web. Et faites référence à notre site web, s'il vous plaît, pour voir toute la liste de nos webinaires futurs et tout ce qui sort. Vous avez des occasions de vous impliquer aussi. Une chose dont je n'ai pas parlé avec Turchin, il n'y a pas de traitement curatif pour la psoriasis, comme on le sait tous. Hein? Il n'y a pas de remède miracle, on le sait. En tant qu'organisation, on appuie les efforts de la recherche pour de meilleurs traitements, pour de meilleures ressources, pour que les gens vivent une vie saine. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités pour notre communauté de fournir leur rétroaction grâce à des sondages, toutes sortes de choses qui se trouvent sur le site web. Restez à l'écoute. Il y a beaucoup de façons de faire entendre votre voix, faire entendre vos besoins. Repartagez. Et j'encourage la recherche chaque fois à chaque endroit où on en a besoin. Là-dessus, je vous remercie et je vous réfère tous je vous demande de parler à vos médecins, à votre médecin, hein, si vous avez des questions. Absolument. Si on peut vous aider, je vous encourage à rester en contact avec nous. Vous pouvez nous envoyer un courriel, mais je vous remercie de votre temps. Un formulaire d'évaluation vous sera envoyé dans un courriel de suivi. Si vous avez un moment pour le remplir, ça nous aiderait vraiment pour essayer de continuer à améliorer nos sessions.
Merci encore, Tammy et Dr. Turchin. C'était un grand plaisir de vous avoir. C'était mon plaisir. Tout le plaisir était le mien. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous.